Bonjour à tous, on va pouvoir démarrer cette conférence. Donc, bienvenue à la 16e édition des ANED. Je suis Mathis Durand et je serai l'animateur de cette conférence qui touche au thème de l'aviation plus durable. Donc, comme vous le savez, l'école est engagée dans une démarche RSE depuis plusieurs années et les ANED font notamment partie des rendez-vous incontournables à TES en termes de développement durable. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les trois intervenants qui sont aujourd'hui parmi nous. Donc, il y a Madame Barzantni, qui est enseignante chercheuse. Oula, désolé, excusez-moi, je fourche. Professeure à TBS en gestion internationale dans le département ressources humaines et droit des affaires. Elle est passionnée d'aéronautique et de spatial et a développé plusieurs programmes internationaux de formation, notamment le Master Aerospace Management pour TBS. Elle est également membre de l'Association aéronautique et astronautique de France et également de l'Académie de l'air et de l'espace et assiste à la commission énergie, environnement et énergie. Et donc, à ses côtés, il y a Monsieur Bouy, qui est polytechnicien et ingénieur subaéro. Il est également pilote et ingénieur de l'armement. Il a été à l'Institut franco-allemand de Saint-Louis, un des précurseurs de l'anémoterie laser, puis a rejoint l'ONERA avec des responsabilités d'ingénierie de divers projets et il a notamment été directeur technique général de l'ONERA jusqu'en 2011. Il est également créateur et président du comité sectoriel aéronautique et membre, comme Madame Barzantni, de l'Académie de l'air et de l'espace, dont il anime la commission environnement et énergie, qui se penche sur les questions d'une aviation plus durable. Et enfin, je termine par Monsieur Ami, qui est actuellement le vice-président des affaires générales d'Airbus. Il est ingénieur de l'aviation civile. Il a notamment occupé les postes suivants: directeur de l'autorité de l'aviation civile dans les territoires français du Pacifique, directeur général de la DSNA, le fournisseur français de services de navigation aérienne, avec 8000 employés et un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros par an. Il a également été directeur de cabinet du ministre français des Transports, directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Énergie, des Transports et de l'Environnement, et également directeur des opérations d'Airbus ProSky et directeur de cabinet du PDG d'Airbus. Donc, sans plus tarder, Madame Barzantni, je vous laisse commencer cette conférence. Juste un tout petit rappel, la conférence durera 45 minutes pure et ensuite on passera de 15 minutes de questions. Donc, dans le chat pour les personnes à distance et en présentiel avec le micro qu'on fera passer dans la salle. Je vous en prie. Merci beaucoup, Mathis. Je vais peut-être, pour ceux qui sont dans la salle, d'abord, vous êtes tous au courant, on vous demande toujours de fermer vos ordinateurs pour éviter que vous surfiez sur d'autres, même si vous voulez prendre des notes plus tard. En général, en première année de master, on vous demande encore de bien vouloir suivre la conférence sans forcément en face de votre ordi. Alors, je suis déjà très heureuse d'avoir un panel, vous l'avez vu, très illustré, avec des personnalités qui ont fait et qui font une grande carrière dans la partie aviation. Je veux juste indiquer quelques lignes de conduite pour la petite introduction qui a été faite par Mathis. Je vais faire quelques minutes d'ouverture et ensuite je vais laisser la parole à Xavier Bouy, qui œuvre en tant que président de la commission environnement et énergie à l'Académie de l'air et de l'espace. Et ensuite, on aura aussi le point de vue de l'industriel. Monsieur Bouy va exposer plus la partie scientifique, les faits scientifiques. Et évidemment, on est dans une école de commerce appliquée. On va essayer aussi d'avoir le point de vue de l'industriel pour la mise en place. Qu'est-ce qui se passe pour, évidemment, rencontrer tous les objectifs du développement durable du côté d'aviation civile. Et on avait prévu le petit quart d'heure dont on souhaite votre intérêt nombreux pour des questions et réponses. Alors, d'abord, juste un topo en général. Ça, c'est un schéma qui a été développé par un scientifique qui a recensé plusieurs sources de l'Agence internationale d'énergie, Global Carbon Project, IPC et World Resources Institute pour pouvoir compiler un peu les coûts par source d'émissions de gaz à effet de serre des différents modes
en termes de génération d'énergie. Vous voyez les sources charbon, gaz, pétrole, sol et autres. Et vous voyez aussi la partie transport en jaune qui fait mondialement à peu près 16%. Et à l'intérieur de ce transport, on est un petit 3% au niveau mondial, similaire avec la partie aussi fret maritime qui concerne le secteur de l'aviation. Alors, vous voyez bien, c'est relativement modeste. Alors, si on veut vraiment avoir un impact, on ne pense pas forcément d'attaquer par l'aviation seulement. Et c'est pour cela qu'on a pensé que c'était utile dans la ville européenne capitale aérospace qui est Toulouse, de poser quand même un peu une table ronde sur ce thème-là, qui est peut-être beaucoup plus médiatisé que son poids dans les sources d'émissions de gaz à effet de serre le justifierait. Ensuite, évidemment, vous le savez tous, si vous n'êtes pas déjà au courant, les aînés l'ont dû vous le rappeler, que l'empreinte carbone de TBS, la majorité est quand même due, et là, on ne le voit pas très bien. Voilà. 84% des émissions carbone sont dues à tous nos déplacements, pour vos stages, pour vos alternances, pour votre semestre à l'étranger, votre double diplôme. Alors, la partie transport, surtout international, revêt quand même un intérêt certain. Ensuite, juste pour... On a un problème avec la technique, voilà. Pour ceux qui ont suivi depuis le lycée, le mouvement a à peu près commencé en 2017-2018, les Fridays for the Future, les lycéens, les étudiants, la jeunesse qui a finalement manifesté pour demander à la génération plus âgée, qu'est-ce que vous avez fait pour justement arrêter la partie de réchauffement climatique. Et vous voyez aussi dans quelle sphère de monde, proportionnellement parlant, évidemment, avec une intensité médiatisée, se trouvent les jeunes qui finalement luttent et marchent pour le climat dans le monde. Vous voyez très bien, c'est plutôt dans la partie déjà très développée, économiquement très aisée, et qui, du côté aviation et transport civil, et aussi, ce sont des marchés matures où, en général, on a relativement peu de croissance, puisqu'ils sont très, très, très bien développés. Ensuite, je voulais juste vous donner quelques références. Il y a bien une chercheuse qui fait partie aussi du Shift Project et qui a surtout travaillé sur l'impact de toute la chaîne de valeur dans la santé publique, où on a évidemment aussi la partie végétale et numérique, qui constate finalement que le numérique émet bien plus de CO2 que l'aviation, nous inclus avec notre streaming pour nos conférences, avec notre enseignement à distance. Apparemment, si vous regardez la partie des serveurs, la partie de refroidissement, la partie de transmission, tout ce qu'on a sur la partie contact numérique, ça demande de l'énergie et cette énergie aussi est générée quelque part. Alors, si on fait le compte, contrairement aux petits 3% qu'on a pour notre aviation civile autour du globe, le numérique émet apparemment beaucoup plus d'effets à gaz à effet de serre que l'aviation au prorata. Et alors, pour ceux qui veulent un peu approfondir, j'avais juste proposé deux lectures. Vous connaissez peut-être déjà tous le petit guide de la face cachée du numérique qui était sorti en 2018. C'est un recueil téléchargeable sur le site de Label, tout à fait disponible. Et un journaliste qui a travaillé avec plusieurs années d'analyse sur la partie numérique. Qu'est-ce qui se passe quand vous likez un tweet ou quand vous likez un message ou un post sur LinkedIn? Il y en a quand même une chaîne digitale et électronique qui se développe derrière, qui demande aussi certains besoins en énergie. Et avant de donner la parole à M. Louis, qui va vous expliciter un peu plus les parties scientifiques autour de tout ce qui est émissions et aviation, je voulais juste aussi vous signaler que l'Académie de l'aérospace dispose aussi
des publications qui résument un peu les avis d'experts. Et notamment, on en a eu 2 dernières opinions qui ont été publiées, qui sont à ce jour gracieusement en ligne. Si vous les téléchargez, ils sont disponibles gracieusement sur la préparation d'une aviation verte, opinion numéro 12, en collaboration avec un institut de recherche en Allemagne sur l'air et de l'espace. Et on a un numéro 13 tout récent qui vient d'être publié sur le transport aérien et crise et défis climatiques. Alors, pour ceux qui veulent se munir avec un peu plus d'argumentaire, je dirais scientifiquement fondé, sans trop de polémique, regardez aussi sur le site de l'Académie de l'air et de l'espace, qui est la plus jeune académie parmi les académies françaises et qui est aussi une particularité parce qu'elle est domiciliée à Toulouse. Alors, je laisse la parole maintenant à Xavier pour vous introduire un peu plus sur la partie scientifique. Ah oui, toujours. Bonjour à tous et toutes. Merci Cordula de cette introduction. Merci Mathis également. Bon, je vois que je commence à jouer un peu les grands-pères et les messieurs sérieux. Là, je me sens un peu dans la peau du gros monsieur rouge du Petit Prince, si vous vous souvenez du texte. Et c'est pas vraiment ma peau, parce que ma peau, c'est plutôt ma blouse de peintre ou ma tenue d'escaladeur et d'alpiniste. Bon, mais enfin, voilà. Je suis devant vous aujourd'hui. Alors, je vais jouer mon rôle. Donc, je vous fais passer un message assez simple, c'est que la technique peut nous permettre d'avoir demain, après-demain, une aviation qui n'utilisera plus du tout d'énergie fossile et qui sera neutre en cycle CO2. C'est possible. Je ne sais pas si on y arrivera, c'est autre chose, mais c'est possible. Alors, pour faire avancer le truc, qu'est-ce qu'on fait là? C'est ça? Non, c'est pas ça, non. Ah, c'est sur celui-ci, d'accord. Ok, merci. Non? Il faut que ça marche encore, oui. Voilà, oui. Bon, là, je passe, c'est Cordula qui a voulu rajouter un transparent à mes affaires pour montrer qu'effectivement, Cordula a rajouté cette diapo aux miennes pour montrer que depuis l'avènement du transport de masse aérien, la consommation par passager a décru considérablement, puisqu'on est passé d'environ 10 litres au 100 à environ 2 litres au 100 aujourd'hui par passager. Donc, c'était bon, mais je vais passer là-dessus, ce n'est pas trop l'objet. Alors, ce que je tiens à vous dire, mais vous le savez déjà, c'est que l'aviation semble… Oh, ce masque, c'est casse-pied. L'aviation apparaît aujourd'hui quand même pas mal comme un bouc émissaire un peu facile, et elle est sujette à une énorme désinformation. On entend tout et le contraire, on entend des choses qui sont tout simplement fausses, on lit des choses qui sont tout simplement fausses, à jet continu, vraiment à jet continu, et c'est d'ailleurs pour ça que dans l'académie, je me suis emparé du sujet, ça fait des années que ce sujet m'intéresse, ce sujet d'aviation durable, et on va faire en sorte qu'on diffuse une information de qualité, prouvée, reconnu partout, mais qui soit juste tout simplement factuel et véridique, et non pas des baratins comme on peut lire partout en ce moment. Alors, comme le disait Cordula, le monde a besoin d'énormément d'énergie en ce moment. Donc, si on veut avoir une société demain qui ressemble un petit peu quand même à celle d'aujourd'hui, même si on prend des virages écologiques sérieux, il y a un besoin d'énergie renouvelable qui est absolument considérable. Alors, quand on regarde les chiffres d'aviation qui n'est qu'un petit joueur et qu'on extrapole au monde entier et à tous les besoins, on s'aperçoit qu'il y a vraiment besoin de beaucoup. Alors, certains se demandent si c'est possible. Moi, je pense que c'est possible parce que l'énergie solaire qui arrive sur Terre est absolument considérable. Chaque heure, il en tombe assez pour alimenter l'humanité pendant une année entière. Donc, si on arrive à capter un tout petit bout de cette énergie, et avec du photovoltaïque à bon rendement, par exemple, j'aime pas trop les éoliennes, je dois dire. Donc, si on arrive à capter 20% de cette énergie localement, on fait l'affaire, en fait. C'est pas si affolant que ça. Alors, je continue.
Donc, l'aviation est donc très, très soupçonnée partout de ne pas être vertueuse. On en parle beaucoup. On vous montre les traînées de condensation, on vous montre tout ça. Bon, mais le problème, c'est que son émission est très visible. Il y a d'autres secteurs qui ont des émissions tout aussi fortes, on va dire, mais qui sont cachées dans leurs coûts fixes. Par exemple, dans les chemins de fer, les data centers, etc. Là, tout est caché pratiquement dans les coûts fixes qui sont assez colossaux. Et l'automobile, on va dire, est entre les deux, parce que vous avez à peu près pour moitié la construction de la voiture et pour moitié sa consommation d'essence par la suite. Pour les trains, c'est plus compliqué. Vous avez toutes les infrastructures qu'il faut construire, maintenir, etc. Et puis, la consommation marginale du train qui est petite, ce qui permet à certains de dire que le TGV consomme 40 fois moins que l'avion, c'est ce que vous trouvez affiché dans les trains. Et là, il y a un grand secret derrière, c'est que si on met les coûts fixes de la SNCF dans les passagers kilomètres, eh bien, on a des surprises. Et je serais très intéressé si quelqu'un en mémoire de master ou autre pouvait se lancer vraiment dans l'étude de ce grand secret qui m'interpelle énormément. Bon. Alors, modération. Alors, la croissance du trafic, elle dépend en fait énormément de la population mondiale et du PIB, mais les deux vont ensemble, en fait. Alors, les nouveaux avions sont plus économes et vont alléger un peu la facture. Si on passe de 3 litres au 100, la moyenne d'aujourd'hui, à 1,5 litre au 100, qui est le chiffre espéré à partir de 2030, je crois, ou par là, avec les nouveaux moteurs. Donc, ça sera quand même, ça peut permettre une petite bouffée d'oxygène si on veut augmenter le trafic. Et sinon, ça peut permettre de décroître le bilan carbone. Alors, on verra si les réactions au tourisme de masse, qui quand même en a pris un sacré coup ces temps-ci, se perdureront, et si ça va freiner un petit peu, et si le distanciel va avoir un effet modérateur, je ne sais pas. Mais en dehors de nos pays, et des pays qu'a montré Cordula il y a quelques instants, en dehors de ces pays, on l'a vu quand on a fait un colloque à l'Académie au mois de mars, les Africains, les Asiatiques, l'Amérique du Sud, tous ces pays, ils demandent et redemandent de l'aviation, et ce sont eux qui sont les moteurs de la croissance essentiellement. La Chine énormément, bon, chez eux le transport aérien n'est qu'à ses débuts, et comme il y a peu d'infrastructures, souvent c'est malaisé de construire des routes, des voies ferrées et autres, donc ils n'en sont qu'à leur début de ce côté-là, donc on a un problème qui est vraiment international, ça dépasse très très largement nos pays. Alors, les effets climatiques, bon, là, je vais le dire en deux mots. Bon, on s'en a déjà parlé. C'est à peu près, en CO2, c'est à peu près 3% des activités humaines, bon, mais en croissance. Et puis, alors, il y a l'effet des cirrus et des traîneaux de condensation. Là, je ne vous ferai pas un laïus là-dessus parce que c'est très compliqué, mais c'est quelque chose d'assez constant. Ce n'est pas cumulatif comme le CO2. Donc, si on arrive à s'en débarrasser, ben, du jour au lendemain, cet effet disparaît. Bon, et il y a moyen de s'en débarrasser. Alors ça, c'est la question peut-être la plus simple. Alors, je continue. Donc, les voies principales de réduction des effets climatiques. Alors, il y a d'abord ce que j'ai déjà un petit peu indiqué, renouvellement des flottes. Donc, aujourd'hui, 3,5 litres au 100 par passager kilomètre, au 100 km passager, oui. La 321 Neo, il descend du côté de 2 litres au 100, donc ça commence à être sympathique. Et objectif 2035, assez sérieux d'après ce que je comprends des études en cours, c'est plutôt 1,5 litre au 100. Donc, ça commence à être vraiment sympa. Bon, les contraintes, j'en ai dit un mot, on peut sans doute éviter d'en produire ou éviter assez largement. Et évidemment, à terme, c'est de passer à des carburants qui sont neutres en émissions de CO2. Et j'entends, quand je dis neutre, ça veut dire que le cycle global est neutre. Ça ne veut pas forcément dire qu'en l'air, ils n'émettent pas. Je vais y revenir tout à l'heure, parce qu'il y a des carburants synthétiques qui sont faits à partir du carbone de l'atmosphère. Et quand on les brûle et qu'ils recrachent ce carbone dans l'atmosphère, ben, le bilan est neutre, on n'a pas pollué la planète.
Alors, je continue. Alors, l'énergie embarquée dans les avions. Alors, je fais un peu de technique, je vais aller très vite là-dessus. Les batteries, bon, c'est très lourd, c'est très, très lourd. Donc, c'est par kilo, l'énergie transportée par kilo, c'est 48 fois moins que le pétrole. Alors, avec un facteur de 48 au départ, vous imaginez que les avions avec des batteries ne peuvent pas aller très, très loin. Alors, il y a des niches possibles qui sont indiquées sur ma planche. Là, il y a des niches possibles, mais ce sont c'est vraiment du très, très, très petit joueur à côté des véritables besoins du monde aéronautique. Donc, il y aura des niches. Bon, voilà. Ensuite, les biofuels de première génération, c'est des biofuels qui sont essentiellement des trucs du genre huile de palme, huile usagée, etc. Aujourd'hui, ces biofuels sont d'ailleurs limités par l'Union européenne en pourcentage admis dans le diesel, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sont mis à en produire, parce que ça paye bien apparemment. Mais l'Union européenne a limité à 7% l'incorporation dans le diesel, en considérant que c'est déjà pas très écolo d'avoir autorisé ça. Donc, on oublie surtout que si on veut marcher avec ces biofuels, le rendement, c'est de l'ordre de 1 tonne de fuel par hectare et par an. Et si vous extrapolez à toute l'aviation, c'est à peu près un tiers de la surface agricole française qu'il faudrait consacrer au biofuel de l'aviation. Donc, ça ne le fait pas, comme on dit. Bon. Alors, ensuite, ceci dit, on peut faire des choses pour des petits besoins, par exemple l'aviation générale, l'aviation de loisirs. On peut faire de l'essence avion, mais qui se compte en millions de litres et non pas en millions de tonnes. Et il y a des petites boîtes qui commencent à faire ça, donc on peut transformer le jus de betterave en essence aviation pour pas très cher, et ça va sans doute se faire. Il y a des démos qui ont été faites, mais ça, là aussi, petit joueur, parce qu'on est 1000 fois en dessous de la consommation du transport aérien massif. Alors, ensuite, vous avez des biofuels dits de deuxième génération, c'est-à-dire c'est les biofuels dits lignocellulosiques. Donc là, au lieu d'utiliser uniquement de l'huile, des graines, des trucs comme ça, ou du sucre, on utilise toute la plante, toute la cellulose de la plante, carrément. Donc, comme vous faites un feu de bois, vous utilisez toute l'énergie qu'il y a dans le bois, et pas seulement d'énergie qui est dans des graines ou dans de l'huile. Donc, alors là, le rendement est bien supérieur. On arrive dans les 4 tonnes de fuel à l'hectare et par an. Alors, ça ne peut pas représenter la consommation globale de l'aviation d'un pays comme le nôtre, mais ça commence à représenter quelque chose quand même. Et aujourd'hui, c'est miscible jusqu'à 50% au jet fuel, enfin au fuel de l'avion actuel, là. Et les motoristes s'engagent à terme, pas très long terme, à ce que ça soit miscible à 100%. Donc, des démonstrations ont été faites par les grands avionneurs un peu partout, par les compagnies aériennes. Donc, ça peut marcher. Mais est-ce qu'on aura suffisamment de ces fuels de deuxième génération pour fournir, ne serait-ce qu'en France, 7 millions de tonnes par an aux aéroports? Ça commence à faire beaucoup de kilomètres carrés, sauf si on arrive à collecter les déchets forestiers en quantité, la paille, les résidus divers. Bon, il y a peut-être de l'espoir là-dessus, mais je pense que compter là-dessus en totalité, c'est un peu illusoire. Alors, je continue. Alors ensuite, on parle beaucoup d'hydrogène. Alors, je distingue l'hydrogène gazeux et l'hydrogène liquide. Bon, alors l'hydrogène, on l'obtient par électrolyse ou des procédés similaires avec de très bons rendements aujourd'hui. Alors l'hydrogène gazeux, on l'obtient avec un très bon rendement entre l'énergie renouvelable qu'on met et puis l'énergie qui est cachée dans l'hydrogène qu'on va utiliser. Mais l'ennui, c'est que gazeux, c'est très encombrant, ou alors il faut le mettre dans des réservoirs très comprimés, comme sur les voitures. Donc, en transport terrestre, on le fait, mais les réservoirs pèsent lourd. Il y a environ, au mieux du mieux, actuellement, il y a 7% de masse d'hydrogène dans le réservoir, par rapport à la masse du réservoir. Donc, l'efficacité n'est pas terrible. Si vous l'emportez en avion, vous n'allez pas très, très loin. Donc, là aussi, il y a des projets assez nombreux parce que ce n'est pas très compliqué à utiliser. Ça se stocke bien, le transport terrestre le maîtrise bien, bon, ça se distribue, mais on est limité quand même à des vols pas trop longs parce que c'est lourd. Au total, c'est lourd, réservoir compris. Par contre, l'image zéro émission, comme on dit, est très porteuse pour le grand public parce qu'on dit, oui, voilà, cet hydrogène,
l'hydrogène en l'air ne rejette que de la vapeur d'eau et pas de CO2, c'est merveilleux, c'est magique. Alors, on ne dit pas en général trop comment l'hydrogène a été obtenu par électrolyse, quelle a été la source d'énergie primaire qui a servi à la produire. Ça, on n'en parle pas trop. Mais si cette énergie primaire est verte, tout à fait vertueuse, effectivement, on est à zéro émission sur toute la ligne, il n'y a pas de question à se poser. Alors, ensuite, vous avez l'hydrogène liquide. Alors, l'hydrogène liquide, ça veut dire que vous stockez quelque chose qui est à basse température, 20 degrés Kelvin, là, et qui est en ébullition permanente, parce que les gaz liquides très très froids, on n'arrive jamais à les isoler complètement, donc il y a toujours une petite ébullition résiduelle malgré l'isolant, ça dégage tout le temps un petit peu. Alors suivant la façon dont vous avez isolé, ça dégage de quelques millièmes par jour ou de 5 ou 10% par jour, ça dépend de l'isolation que vous avez mise autour. Alors c'est moins encombrant et c'est moins lourd que l'hydrogène gazeux stocké à haute pression. Et donc là, on se rapproche des performances du jet fuel. C'est comme ça qu'il peut y avoir des projets d'avions qui marchent à l'hydrogène liquide. On commence à avoir quelque chose de transportable. C'est un peu lourd, un peu volumineux, mais ça devient possible. Alors, l'énergie primaire qu'il faut mettre dedans jusqu'à la liquéfaction, et en tenant compte d'un peu d'évaporation par rapport au fuel synthétique dont je vais parler après, c'est à peu près kiff-kiff. Quand vous amenez ça au passager kilomètre, la différence n'est pas très, très grande. Je ne sais même pas dans quel sens c'est d'ailleurs. Bon, par contre, il y a un problème, c'est que, bon, d'abord, ces avions, il faut les inventer, les dessiner, les faire homologuer, les faire certifier, et puis qui commencent à se vendre en quantité suffisante. Donc, 2050, c'est demain quand même, on n'arrête pas de dire c'est demain. C'est dans moins de 30 ans maintenant. Et donc, le bénéfice climatique, alors si on passait demain, effectivement, il serait important, le bénéfice, mais si on passe à des flottes massives de ces avions dans une vingtaine d'années, le bénéfice climatique avant 2050, il ne sera pas énorme. Ce qui fait que je vous parle du power to liquid, alors, il y a différents noms, aussi electrofuel, enfin, bon, power to liquid, qui est un fuel qui est fabriqué avec du carbone qu'on a extrait de l'atmosphère, carrément, donc il faut y penser, mais il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, il y en a trop, je veux dire, il y en a trop, mais c'est quand même des petites quantités quand il faut le sortir de l'air, mais ça se fait. Et puis, on prend de l'eau, de l'hydrogène, et puis je vais vous montrer, on touille tout ça avec beaucoup d'énergie verte, et puis à la fin, on arrive à avoir un carburant qui, lui aussi, comme le biofuel, sera tout à fait compatible à terme avec le fuel existant, miscible. Au début, il n'y en aura pas beaucoup, puis il y en aura de plus en plus, puis on en aura 100% un jour. Et donc, on peut commencer à l'utiliser, celui-là, dès qu'il sera disponible en quantité suffisante. Alors, son cycle CO2, là, il faut bien voir, il y a une émission en l'air, mais on a capté le CO2 à l'avance pour le fabriquer. Donc, on rend à l'air le CO2 qu'on a piqué. Alors, voilà, donc le processus très, très simplifié, là, et ce que vous avez là, vous attrapez du gaz carbonique d'un côté, vous attrapez de la vapeur d'eau de l'autre, vous chauffez tout ça avec des systèmes d'électrolyse, de catalyseurs et tout le bazar. Et ce que vous faites, c'est que vous virez vous voyez, ce sont des molécules représentées en gros la CO2, CO2 à gauche de l'écran et puis H2O à droite de l'écran. C'est la chimie dont vous vous souvenez sans doute. Et donc, vous virez les oxygènes d'un côté et puis vous gardez les C et les H de l'autre côté et vous accrochez ça ensemble. Et ce qui se passe, c'est que le fuel, ça a une formule chimique qui est en gros un carbone pour deux hydrogènes. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais c'est presque ça. Et donc, vous accrochez tout ça à la queue leu en chaîne moléculaire, et c'est du pétrole, ça. Et c'est du fuel. Donc, voilà comment on le fabrique. Alors, ça se fait en ce moment. Il y a des boîtes qui font ça. Alors, je cite cette publicité gratuite. Celle que j'ai repérée la plus avancée, c'est une petite boîte allemande avec, c'est ce qu'il y a une boîte suisse qui est très forte pour récupérer le CO2 de l'atmosphère.
Voilà ce que c'est qu'une captation de CO2 atmosphérique. Alors, il y a plein de ventilateurs partout. Et puis, bon, ça tourne toute la journée. Et puis, il y a des bacs dans lesquels le CO2 est récupéré. Enfin, c'est pas très, très compliqué, en fait, mais c'est un petit peu, ça prend de la place. Voilà, mais ça se fait, ça existe. Ça, c'est en Norvège, je crois. Voilà, ça se fait. Donc, il y a des projets en cours là, qui sont un peu plus que le laboratoire, mais c'est encore petit. 10 000 tonnes par an prévues en 2023, 100 000 tonnes en 2026. Et puis, il y en a à Singapour, il y en a à différents endroits du monde. Et puis, il n'y a pas que les Européens dont je parle, il y en a dans d'autres pays. Bon, voilà. Alors maintenant, un point important pour voir si tout ça c'est réaliste, quelle occupation du territoire ou quelle énergie primaire. Alors, les 7 millions de tonnes par an de jet fuel, c'est ce qui est distribué sur les aéroports français actuellement. Alors, le bio première génération, on oublie, il faudrait 70 000 km², donc vraiment on oublie, c'est n'importe quoi. Le bio deuxième génération, il faut 4 fois moins, en grosso modo, mais ça fait quand même encore pas mal. C'est de l'ordre de grandeur de ce qu'on consacre aujourd'hui au bio qu'on met dans nos essences ou dans nos diesels aujourd'hui dans les voitures. C'est du même ordre. Donc, si les voitures deviennent électriques de partout, donc on pourrait dire que ces surfaces deviennent disponibles. Enfin, ça ne me paraît pas génial de prendre de la surface qui a été enlevée à l'agriculture pour la reconvertir dedans. Et ensuite, il y a les filières, donc PTL, et alors, ou de même production d'hydrogène liquide, directement issu de l'électricité verte, donc issu de panneaux solaires, éoliennes, tout ce que vous voulez, ou du nucléaire éventuellement. Alors, j'ai fait un petit calcul à 2 balles. Pour obtenir 7 millions de tonnes de jet fuel, il faudrait additionner alors, la surface agricole actuelle consacrée au biodiesel, là ça fournirait du bio deuxième génération, plus environ un tiers en panneaux solaires de la surface des aéroports français. C'est peut-être jouable. Et puis, ça ne suffirait pas encore, donc il faudrait aussi y mettre un sixième du nucléaire français actuel. Donc, ça fait quand même pas mal au total. Ce n'est pas totalement évident. Ce n'est pas dit que ce genre de produit ne soit pas acheté à terme, aussi bien le jet fuel synthétique que l'hydrogène, que ce ne soit pas acheté à des pays plus ensoleillés que les nôtres, au Maroc, par exemple. Il y a des tractations déjà un petit peu en cours. Voilà. Et puis, alors, l'aviation ne sera évidemment pas le seul demandeur d'énergie verte. Ça, vous le savez. Donc, comme je disais, petit joueur, parce que si c'est 3%, il faut que tous les autres trouvent aussi l'énergie verte. Alors, ils vont réduire. OK, l'aviation aussi va sans doute réduire un peu, mais ça fait quand même beaucoup à trouver à côté. Donc, il y a un problème assez global de disponibilité de cette énergie. Les économies, il faut vraiment faire des belles économies ailleurs, là où c'est facile, mais ce n'est pas évident. Alors, bon, il y a des plans qui sont proposés par l'Union européenne, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Enfin, tous ces plans sont basés sur une consommation assez forte de carburants synthétiques, de ce dont j'ai parlé, un peu d'hydrogène, d'électricité, un peu de capture du carbone pour faire des différents upsets, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, donc ma conclusion, c'est est-ce que bon, les carburants, les Sustainable Aviation Fuels, là, donc SAF, le SAF, est-ce qu'on va s'y mettre vraiment? Quelles incitations y aura-t-il pour commencer vraiment? La partie techniquement, elle est jouable avec du bio deuxième génération et beaucoup de PTL. Bon, en plus, c'est plutôt bon, c'est bon pour les fameux contrails, les traînées, les condensations, mais ça demandera une part non négligeable de l'énergie renouvelable. Et puis, ça veut dire développer une nouvelle industrie, une nouvelle filière énergétique qui n'existe pas aujourd'hui du tout. Donc, comment est-ce que ça va pouvoir se passer? Il faut que les pétroliers, les énergéticiens, les compagnies aériennes s'entendent au lieu de s'attendre actuellement, et une volonté politique et industrielle et une entente internationale, puisque l'aviation est régie par des règles, tout ce qu'il y a d'international. Et là, ça va aller doucement. Donc, il y a urgence à ce que tout ce système accélère. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Oui, puis là, il y a des jolies images, mais c'est d'autres choses.
Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, vous avez vu, la science nous pose beaucoup de questions. Il faut qu'on trouve des réponses. C'est un petit peu le sujet de mon exposé. Je vais être assez bref parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et puis ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec vous. Avant de commencer, je vais vous poser une question. Qui a voyagé en avion dans les 2 années qui précèdent? Bon. Vous êtes dans une grosse moyenne, hein, puisque en gros, alors avant la crise du Covid qui a beaucoup ralenti le transport aérien, il y avait 4 milliards de voyages en avion par an par rapport à une population mondiale qui approche les 8 milliards. Donc ça fait à peu près un voyage en moyenne par an dans les pays développés, beaucoup moins, donc un voyage tous les 2 ans en moyenne sur la planète. Et effectivement, on s'attend, parce qu'il y a de forts déséquilibres, que dans les pays émergents, où c'est plutôt un voyage tous les 10 ans, il y ait cette croissance importante de voyages, parce qu'on s'aperçoit que dans l'évolution mondiale aujourd'hui, où il y a quand même une amélioration de la situation d'une grande partie de la population qui sort de la pauvreté, qui commence à arriver à ce qu'on appelle la classe moyenne, l'une des premières choses qu'ils souhaitent faire, c'est s'offrir un voyage. Et si c'est un voyage lointain, un voyage en avion. Donc, on va devoir gérer 2 choses, la croissance du trafic aérien et la décarbonation du transport aérien. Donc, c'est tout l'enjeu des industriels de l'aéronautique. Voilà. Bon, ça a déjà été expliqué rapidement. Dans les 30 dernières années, on a baissé de 54% la consommation moyenne des avions par passager kilomètre. Donc, on a fait la moitié du chemin pour arriver à 0. Et il nous reste 30 ans. Hein, donc, et quand on dit assez rapidement qu'on est arrivé à 2 litres au 100 par passager au 100 km, pour ceux qui ont une voiture ou qui se servent de la consommation d'une voiture, moi j'ai une voiture hybride rechargeable, je la recharge toutes les nuits et je suis quand même à 3,5 litres. Donc, l'avion a atteint une performance absolument extraordinaire, énergétique, que peu de gens connaissent. Quand on fait un sondage, souvent les gens disent 20 litres, 80 litres au 100 km, parce qu'ils pensent que c'est beaucoup plus qu'une voiture. Et en fait, c'est beaucoup moins. Et même si vous mettez 2 passagers dans une voiture qui va faire 6 litres au 100, vous êtes encore au-dessus d'une consommation moyenne d'un avion comme la 321 Neo qui est celui qui fait la navette Toulouse-Paris, hein, qui a été cité tout à l'heure. Donc, c'est plus intéressant de prendre l'avion d'un point de vue environnemental que la voiture. Et le train, on l'a vu, c'est une autre question, c'est l'impact sur les terres, l'infrastructure au sol, le coût de ces infrastructures. Et donc, ça explique aussi que l'avion est devenu plus accessible au niveau du prix. Hein, si vous avez voyagé en avion, vous avez certainement cherché un prix pas cher et vous avez des billets d'avion qui vont être à 30 €, à 40 €, à 50 € de manière très compétitive parce que justement, on est arrivé à cette performance de l'avion absolument extraordinaire qui fait qu'on peut à la fin, puisque c'est un moyen de transport qui utilise finalement relativement peu d'énergie, donc offrir des billets pas chers. Donc ces progrès-là nous encouragent et l'aviation s'occupe de l'environnement depuis longtemps, notamment au travers d'une organisation internationale, parce qu'évidemment l'aviation est internationale, vous avez peut-être fait des voyages en France, mais on fait aussi beaucoup de voyages internationaux. Et donc, cette activité est internationale, l'enjeu climatique est international, et on a la chance d'avoir une organisation internationale de l'aviation civile, OACI, qui réglemente les choses. Et donc, qui fixe des standards en termes d'environnement. Donc, ça a d'abord été sur le bruit, parce que le bruit autour des aéroports était un vrai problème, ça s'est beaucoup amélioré, mais il y a aussi des standards sur les émissions de CO2, sur les émissions de NOx et sur les émissions de microparticules. Et un avion, pour être produit, vendu, il doit être certifié selon ces critères. Et donc, ce sont des critères qui s'appliquent au niveau mondial. Bon, vous savez qu'il y a eu la COP26 cette année, vous avez dû suivre ça attentivement, avec des résultats que certains jugent positifs, d'autres moins. Mais cette année, nous avons abouti sur une discussion internationale
au sein d'une association qui s'appelle l'ATAG, Air Transport Action Group, qui regroupe toute l'aviation mondiale. Et quand on dit toute l'aviation mondiale, c'est toutes les compagnies aériennes mondiales, tous les aéroports mondiaux, tous les constructeurs mondiaux et tous les services de navigation aérienne mondiaux. Et en octobre de cette année, au travers de cette association, tout le secteur aérien s'est engagé à la neutralité carbone en 2050, donc à émettre zéro net émission en 2050, ce qui est conforme à l'objectif de l'accord de Paris. Donc toute l'aviation mondiale, et ça je pense que c'est assez unique, je ne sais pas si vous avez des exemples, d'un secteur économique comme le secteur aérien qui s'est engagé mondialement sur un objectif de neutralité carbone en 2050. Alors on ne s'est pas contenté de prendre un engagement en 2050, on a défini une trajectoire, c'est-à-dire comment y arriver. Alors c'est là où mon discours va commencer à diverger un tout petit peu du précédent. Donc si on ne fait rien, ces 3% d'émissions de CO2 au niveau mondial vont forcément croître. Et comme je dis, il y a un appétit très fort au voyage dans les populations mondiales et notamment dans les pays émergents qui ont des populations très importantes. La Chine, c'est plus d'1 milliard, l'Inde, c'est plus d'1 milliard, et même l'Indonésie, etc., sont des pays à des très fortes populations comparées à la population. Ça peut être des pays insulaires qui ont besoin aussi de l'avion. Et donc, on va avoir cette demande croissante qu'on estime un petit peu en dessous de 4% par an. Et donc, si on ne faisait rien, ces émissions de CO2 doubleraient ou tripleraient. Donc, c'est la trajectoire que vous voyez en haut. Alors, évidemment, le creux, c'est la crise du Covid. On verra combien de temps va durer cette crise, mais après, on devrait reprendre de la croissance et donc s'attaquer à ce problème-là. Et en fait, la trajectoire du bas donc, est la trajectoire de décarbonation. Et donc, elle se divise en 4 parties. Le bleu, ce sont les améliorations technologiques. Aujourd'hui, un avion de dernière génération, le 320 Neo, le 350, ça fait 25% d'émissions en moins que la génération d'avant. Et seulement 12% des compagnies aériennes mondiales sont équipées de cette dernière génération. Donc, il y a un progrès énorme sur les prochaines années qui est de remplacer les avions anciens par ces avions nouveaux qui font 20-25% d'émissions en moins. Et après, donc, à partir des années 2030, on va attaquer des nouvelles générations d'avions qu'on appelle ultra efficient, le 1,5 litre dont parlait mon collègue. Mais nous, chez Airbus, on a une ambition qui est d'aller vers le zéro émission, et je vais vous expliquer comment. Mais évidemment, ces nouveaux avions vont mettre un petit peu de temps. Un avion moderne, ça vole à peu près 20 ans. C'est recyclable à 95%, mais ça vole 20 ans. Et donc, ça va être progressif. Donc, ce que vous voyez en bleu, c'est l'impact progressif des nouvelles générations d'avions. Évidemment, ça va se poursuivre et ça va prendre plus d'ampleur après 2050, mais c'est cette inflexion qui est créée par les nouvelles technologies. La partie orange, c'est l'amélioration des opérations aériennes. Les systèmes de navigation aérienne créent encore des trajectoires non directes, des niveaux de vol non directs, donc il y a aussi un potentiel de réduction. On a fait une expérimentation assez amusante il y a une quinzaine de jours sur l'Atlantique, qui est d'utiliser la turbulence de sillage de l'avion précédent. On surfe sur la vague du précédent et on économise plus de 5% de carburant. Donc, ce sont des choses relativement simples à faire et à chaque fois, on va gagner des pourcentages. Et puis, la partie qui représente 50%, c'est ces fameux carburants durables. Alors, carburant bio de deuxième génération, carburant synthétique dont on vous a parlé précédemment. Alors, c'est vrai que la biomasse n'est pas illimitée, mais notre économie moderne crée beaucoup de déchets, vous le savez. Et ces déchets sont carbonés. Vous savez que le plastique, c'est à la base du pétrole. Et donc, si on reboucle, c'est-à-dire que si on utilise ces déchets, on peut les retransformer en carburant. Et donc, on a une source de matières premières pour recycler et refaire du carburant qui existe à partir de ces déchets. Les huiles usagées font des très bons carburants. Donc, une fois que vous avez utilisé dans un système alimentaire ou autre, vous pouvez les recycler. Et donc, on va avoir une industrie du recyclage qui, elle, ne va pas prélever sur les terres, qui va permettre de produire des carburants dits durables. Plus, effectivement, ces carburants synthétiques, donc le fameux P2L, pétrole liquide, où vous fabriquez de l'hydrogène à partir d'une source décarbonée, dont vous avez de l'H2, qui est zéro carbone.
Vous prenez du CO2 dans l'atmosphère, donc vous retirez du CO2 dans l'atmosphère, vous le recombinez pour faire un carburant qui va relâcher le CO2 que vous avez capté. Et donc, il arrive sur un bilan carbone pratiquement neutre. C'est-à-dire que vous ne remettez dans l'atmosphère que ce que vous avez émis. Et quand vous brûlez de l'hydrogène, ça fait simplement de l'H2O, donc vous faites 0 CO2 émission. Alors, pourquoi nous, on veut aller un step plus loin? Parce que malgré tout, je reviendrai peut-être après sur Airbus proprement dit, une fois que vous avez fabriqué de l'hydrogène, si vous le recombinez à de l'oxygène pour finalement faire un carburant, vous réutilisez de l'énergie en plus. Et c'est à peu près 30% d'énergie en plus. Donc, si on prend directement de l'hydrogène avec une source d'énergie décarbonée, qu'on le brûle dans l'avion, on va émettre de l'eau et on va faire 30% d'énergie en moins. C'est pourquoi on pense que l'hydrogène est pour nous un carburant essentiel. Il n'est pas sûr d'ailleurs qu'à l'avenir, on se contente d'un net zéro. C'est-à-dire qu'on sera autorisé à recracher du CO2 selon un cycle. L'avantage de l'avion à hydrogène, c'est qu'il est zéro émission. Il n'est pas net zéro, il est zéro émission. Bon, il a aussi des effets bénéfiques sur les aspects non CO2. Alors, c'est vrai que, d'une part, l'hydrogène, c'est un carburant formidable qui est 4 fois plus puissant, 4 fois plus énergétique que le pétrole. Vous avez 4 fois moins de poids à mettre dans l'avion pour réaliser la même quantité d'énergie. L'hydrogène, ça fait 90%, 95% des composants de l'univers. Vous en avez partout, et notamment sur Terre, à travers de l'eau, mais dans plein de chaînes carbonées. Donc, c'est une source pratiquement infinie, l'hydrogène. Vous ne recrachez que de l'eau, donc un élément simple et qui n'est pas du CO2. Et donc, vous avez une capacité énergétique. Alors, c'est vrai que par contre, c'est un volume important, c'est un gaz qui prend beaucoup de volume, et donc il faut le comprimer, le liquéfier et le mettre à moins 253 degrés. Et pour cela, il faut des réservoirs qui soient résistants à la pression et résistants au froid. Mais on a fait énormément de progrès dans les matériaux et on sait faire ça. On est en train de le faire à Nantes, on est en train de le faire à Brême. Donc, on sait concevoir des réservoirs à hydrogène à moins de 253 degrés. Et donc, on pense savoir faire des avions. Alors, ce qui est vrai, c'est que ces avions ne seront pas des avions pour faire du transatlantique, si vous voulez. Mais c'est des avions qui seront zéro émission. Donc, on prévoit de les introduire en 2035, en 2050. On a 3 concepts à l'étude. Donc, un avion plutôt turboprop d'une capacité de 100 passagers, un rayon de 1000 nautiques, donc 1500 km. Ça permet déjà de faire tous les trajets intérieurs à la France, par exemple. On appelle un turbofan, donc ça ressemble à un A320 avec à peu près 200 passagers, là 2000 nautiques, donc 3500 km. Ça permet de faire pratiquement tous les trajets intérieurs à l'Europe, en tout cas à l'Europe continentale. Puis il y a un autre concept qui est l'aile volante, qui est au milieu. Alors, c'est une configuration différente, mais justement, ça permet de loger un réservoir à hydrogène beaucoup plus gros. Parce qu'aujourd'hui, le carburant, il est dans les ailes des avions. Et donc, si on le loge dans le fuselage, on prend de la place aux passagers. Et donc, ce concept d'aile volante permettrait d'aller après, à l'horizon 2050, vers des avions hydrogène transatlantiques. Donc, on a mis ces 3 projets à l'étude. Et puis, donc, on souhaite en mettre au moins un en service en 2035. Et là, on aura une aviation, disons, au niveau européen, qui peut être totalement décarbonée, zéro émission. Je reviens un peu en arrière, parce que je suis là pour parler des industriels. Tous les industriels au monde, maintenant, ont une politique ESG. Airbus, comme tous les grands industriels au monde, enfin, je pense une très grande majorité, nous sommes engagés à la neutralité carbone en 2050. Toutes nos opérations aériennes, toutes nos usines vont devoir être zéro émission avec de l'électricité décarbonée, etc., etc. Et pour nos opérations, les vols des Beluga, que vous voyez ici, les gros avions en région toulousaine qui transportent des tronçons d'avions qui sont fabriqués à Toulouse, on va voler avec des carburants durables, aller jusqu'à 90, avec le P2L, 90-95% de réduction de CO2. À la base, il y a 2 choses essentielles. D'abord, c'est qu'on croit en l'aviation. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains veulent remettre en cause un certain nombre. Vous avez tous levé la main, vous êtes des étudiants, vous avez envie de découvrir le monde, et on pense que l'aviation, c'est un formidable outil
Bon, Internet connecte les gens, mais l'aviation connecte les gens réellement, je dirais. Ça permet d'aller voir, d'aller connaître. Et nous, on pense qu'on a besoin d'un monde uni, de ce brassage de connaissances, qui est facteur de compréhension, voire de paix. Ensuite, il faut reconnaître que l'aviation est un facteur de développement économique. On considère que ça correspond à peu près à 5% du GDP mondial. Si vous regardez la France, le transport aérien génère 1 million d'emplois. Vous comptez tous les... On est le pays aussi le plus visité au monde. 1 million d'emplois et 100 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque chose qui concourt, d'une part, à un équilibre mondial et d'autre part, à un développement économique. Donc, on pense qu'il y a un véritable intérêt à développer l'aviation. Bon. En même temps, ce n'est pas parce qu'on fait 3% aujourd'hui qu'il ne faut pas la décarboner. Et donc, notre mission, c'est d'assurer la décarbonation du transport aérien pour que vous, les futures générations, vous puissiez continuer à voler, mais dans le plus grand respect de la planète. Et vous savez, les sociétés modernes, on doit développer une raison d'être. Et cette raison d'être, c'est la colonne vertébrale de toutes les actions au sein de l'entreprise. Et notre raison d'être, c'est d'être les pionniers mondiaux de cette aviation durable pour un monde sûr et uni. Alors après, on est une entreprise globale et on a beaucoup de leviers. Donc, on a vu les technologies des avions à hydrogène, des avions ultra efficients. On a vu qu'on pouvait améliorer les opérations aériennes avec le concept que j'ai expliqué sur l'Atlantique. On veut travailler avec les aéroports parce que les aéroports vont jouer aussi un rôle important pour délivrer les nouveaux carburants durables ou hydrogène. On veut aussi être un acteur du développement de ces carburants durables. Il faut qu'ils soient certifiés pour l'avion. Aujourd'hui, il y a une limite à 50%. Demain, donc d'ici 2030, on pourra embarquer jusqu'à 100% de carburant durable et donc aller à 80, 85, 90, 95% de réduction des émissions de CO2. On veut être les premiers à mettre en service des avions commerciaux à hydrogène zéro émission. Et puis, il y avait une partie résiduelle, la partie grise, qui était la compensation. Après tout ça, en 2050, il reste 6% d'émissions résiduelles de l'aviation. Et là, c'est tout le système qu'on appelle offset de compensation. Ça peut être des systèmes qui existent, je ne sais pas si vous connaissez le système des ETS européennes. On a le temps, on peut en discuter. Il y a un cap and trade, en fait. Et donc, vous achetez des droits d'émission qui sont achetés à des gens qui font mieux que l'objectif, par exemple, de moins 55%. Une entreprise qui fait moins 60% en 2030, vous connaissez l'objectif moins 55%, peut rétrocéder 5% à l'entreprise qui n'est pas capable, mais ça lui donne le temps de s'adapter. On est une industrie à cycle long, donc il nous faut un petit peu de temps pour nous adapter et après rejoindre la trajectoire. Ça peut être aussi du carbone capture, du carbone removal. Ça peut dire, et c'est là aussi, plutôt que faire du P2L, pourquoi pas utiliser l'hydrogène et garder l'énergie nécessaire pour enlever vraiment du CO2 dans l'atmosphère. Vous savez que le CO2, il reste dans l'atmosphère, il est cumulatif. Donc, à un moment, l'idée qu'on pourra en retirer est une idée qu'il faut creuser. Il y a beaucoup d'études, d'investissements qui sont faits pour commencer à retirer du CO2 de l'atmosphère. Voilà, donc c'est ce que nous développons en tant qu'industriels, avec vraiment cette ambition d'être le pionnier de cette aviation durable rapidement et de permettre non seulement de continuer à voler comme vous le faites, mais de le faire en parfait respect de la planète. Et vous voyez, quand on regarde les cycles, ça paraît long, mais 2035, il y a le débat sur l'automobile aujourd'hui, la sortie du thermique de l'automobile, vous voyez les débats dans les journaux, 2035. Nous, on se positionne sur 2035 avec des avions zéro émission. Merci beaucoup. Je crois qu'on a toutes à vos questions. Super. D'abord, merci beaucoup à vous trois, Madame Barzanti, Monsieur Bouy et Monsieur Ami. Donc, on va commencer les questions. Donc, dans la salle, est-ce que vous avez des questions ou pas? On va faire passer un micro. Oui. Est-ce qu'on désinfecte le micro ou pas? Celui-ci, je vous donne celui-ci. Bonsoir.
Moi, j'ai une question pour Monsieur Ami. Est-ce que c'est pour des raisons environnementales que Airbus a décidé d'arrêter la production de l'A380? Merci. Non, pas vraiment, parce que c'était un avion qui faisait 17% de moins d'émissions de CO2, de consommation de fuel. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il est sorti, c'était vraiment un avion qui faisait un gain environnemental extraordinaire, à la fois en consommation de carburant et en bruit. Et donc, il apportait un grand gain vraiment sur le plan environnemental. Après, bon, c'était un quadrimoteur, comme vous le savez, et sont arrivés sur le marché des avions bimoteurs qui avaient des capacités encore meilleures, pour deux raisons. D'abord, parce que c'est effectivement un peu moins consommateur d'avoir deux réacteurs de grande ouverture que 4. Et ensuite, on est passé sur des générations d'avions en carbone. Le 350, il fait 50% de carbone, donc plus léger, donc plus performant. Et il était toujours bon. Il avait un A380 en litres par passager kilomètre. Et là, il a à peu près la même performance qu'un 350. Mais à remplir un avion de 550 à 600 places, c'est plus difficile qu'un avion de 350 places ou 400 places. Et comme ces avions de 350 et 400 places sont plus faciles à remplir, ont maintenant la même performance environnementale et économique, ça a un petit peu sorti la 380, qui reste un avion merveilleux en termes de confort, etc., mais qui donc a vu une nouvelle génération. La génération des jeunes est souvent là pour remplacer la génération des plus anciens. Et là, ça s'est un petit peu accéléré. Et donc, au bout d'un moment, on s'est aperçu que le marché faiblissait. Il aurait fallu remotoriser cet avion, mais le marché n'était pas suffisant, le temps était trop long. Et puis, en fait, le 350 est un avion que toutes les compagnies veulent maintenant, qui fonctionne très, très bien. Et donc, il a remplacé après sa carrière le 380, mais qui continuera à voler pendant les 20 ou 30 années qui viennent. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Bonsoir. Je voudrais savoir si lorsque comparer un low cost et un avion normal, est-ce que l'impact environnemental est flagrant entre les deux avions ou ça reste un peu identique? Alors, ça va dépendre des low cost, mais je ne citerai pas leur nom. Des low cost, beaucoup de low cost, notamment une low cost en Europe qui est 100% Airbus, n'a que des avions de dernière génération. Et donc une performance environnementale excellente. Et souvent, quand vous avez une performance environnementale excellente, ça veut dire aussi que vous avez des avions très performants et donc vous pouvez aussi offrir des prix moins chers. Donc les low cost, souvent, vont vers des avions très performants de dernière génération pour être les plus économes possibles, à la fois économiquement et en termes d'environnement. Donc les low cost ont souvent un bilan environnemental très, très bon. D'autres questions dans la salle? Ok, j'arrive. Moi, j'avais une question. C'était de savoir si le renouvellement du marché, justement, par des avions plus performants et plus respectueux de l'environnement, ça allait potentiellement engendrer une hausse des prix des billets d'avion, tout simplement. Oui, parce que comme je vous dis que l'avion de dernière génération, il fait 20-25% de consommation de fuel en moins, sachant que le fuel peut faire 30-40% du coût du billet, ça devrait plutôt aller dans le sens de la meilleure performance. Donc, la réponse est non. Ces dernières générations d'avions n'augmentent pas le prix du billet, elles le réduisent. Par contre, on va avoir l'impact des nouvelles énergies, qui vont représenter sans doute à court terme une certaine augmentation. Le carburant durable, l'hydrogène seront sans doute un peu plus chers que le prix du kérosène aujourd'hui. Et le prix du kérosène devrait monter aussi dans les années qui viennent. Et il y a toute la notion de la valeur du carbone attachée aux différents carburants qui fait que les carburants durables vont devenir compétitifs. Donc, il y aura sans doute un certain renchérissement à court terme de l'énergie. Je ne sais pas si vous suivez toutes les courbes de prévision. On voit que l'énergie augmente aujourd'hui, mais certains prévoient que l'énergie devrait baisser à terme. Parce que quand on regarde les électrolyseurs, ça demande des investissements très importants au départ, mais une fois que vous avez l'électrolyseur en place, il peut, sur de très nombreuses années,
produire de l'énergie ou de l'hydrogène ou des carburants à un prix raisonnable. Donc, quand on regarde toutes les prévisions que nous, on voit dans les différents organismes, IRENA, IEA, etc., ils prévoient plutôt à long terme une baisse du coût de l'énergie. Donc, à court terme, sans doute une augmentation parce qu'il y a des tensions. Il y aura le coût de la transition qui demande beaucoup d'investissement. Mais à long terme, les prévisionnistes voient plutôt une énergie redescendre à l'horizon des années 2040-2050. Merci beaucoup. D'autres questions encore? On continue. Ouais. Bonsoir. J'ai découvert il n'y a pas longtemps une start-up toulousaine, Aura Aero, qui fait des avions hybrides, biplaces et voire même full électrique. Et ils veulent régionaliser un peu, faire ça comme un transport régional assez intéressant. Est-ce que vous pensez que d'ici, je ne sais pas, quelques années, l'électrique va définitivement remplacer l'avion classique en fait, tel qu'on connaît pour l'aviation civile du coup? Alors, il y a certainement une segmentation du marché. C'est un peu comme la voiture électrique. Il y a des moments où on peut sortir d'une distance de 200-300 km. Là, c'est surtout sur la capacité de l'avion. Donc, on aura effectivement sans doute des petits modèles d'avions électriques, 10 places. Mais la batterie, effectivement, en termes d'énergie embarquée dans un avion, là, l'aspect poids joue beaucoup. Donc, on ne voit pas des gros avions, des avions commerciaux de type 100 places à l'électricité. Jusqu'où pourra aller l'électricité? 20, 30, 40, 50 places, ça va dépendre aussi. Il y a beaucoup d'études de recherche sur les batteries. Donc, peut-être on pourra aller sur des navettes jusqu'à 50 places. Puis ensuite, plutôt des avions à hydrogène. Puis ensuite, plutôt des avions long courrier avec des carburants liquides type P2L qui ont un bilan quand même carbone qui est à peu près le même. Donc, vous verrez sans doute certainement des avions électriques, des petites navettes dans un horizon assez proche. Ouais. Merci. Encore peut-être une dernière question ou une ou deux encore? Non, personne. Moi, j'aurais une question pour Monsieur Bouy. Quels sont les végétaux qu'on peut utiliser, par exemple, pour les biocarburants? Et est-ce que, par exemple, on a assez de surface agricole pour cumuler justement par exemple, des cultures dédiées à l'alimentation et des cultures dédiées aux biocarburants? Eh bien, aujourd'hui, pour la voiture, c'est je ne sais plus combien, 6-7% de biocarburants qu'on a dans nos diesels ou nos essences représentent, je ne sais plus combien, j'étais sur mes diapos là, de milliers de kilomètres carrés en France. C'est une surface tout à fait conséquente aujourd'hui. Si on utilise une partie de cette surface, au lieu de lui faire produire je ne sais pas, du soja ou du tournesol, on lui fait produire des trucs comme le miscanthus, qui est une plante à croissance très rapide et qui se renouvelle facilement. Donc, si on fait produire ça à la place, on a plus que ce qu'il faut, disons. Bon, mais ça ne suffira pas pour faire la totalité, mais ça peut représenter une part importante déjà, oui. Voilà, donc je pense que c'est contraire aux directives européennes et puis à une bonne écologie en général d'augmenter la surface qui est consacrée à ces choses-là. Mais si on reste dans le périmètre actuel, qui est acceptable, on va dire, on a déjà vraiment des ressources, oui. Super, merci beaucoup. Pas d'autres questions par hasard dans la salle? Non. On va terminer là. Encore merci à nos 3 intervenants pour la conférence et vos réponses aux questions. Super. Et du coup, merci à tous les étudiants et les personnes présentes dans la salle. Donc, c'est la fin de ces années. Donc, bonne soirée à tous. Merci.